L'initiative pour la transparence dans les industries extractives a rendu public son rapport 2014 en présence du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. La grande nouveauté, c'est que toutes les entreprises ont fourni leurs données. Le chef du gouvernement appelle les différents acteurs à un traitement responsable des questions minières et pétrolières. Code d'Enjaï. Le nouveau rapport 2014 de l'initiative pour la transparence des industries extractives inclut les données certifiées de toutes les entreprises minières installées au Sénégal. Une des innovations majeures apportées dans ce rapport, selon le président du Conseil national ITE Sénégal. La première chose que ce rapport a réussi, c'est une évolution qualitative, un vrai progrès par rapport au rapport de 2013, notamment sur deux aspects. Premièrement, toutes les entreprises minières, pétrolières, gazières établies au Sénégal ont fourni leurs données. Donc il y a l'exhaustivité de la participation des compagnies. Et deuxièmement, les données qui sont fournies sont aussi des données qui sont certifiées. Ça veut dire que l'ITIE, c'est un audit de la gouvernance des industries extractives qui s'inspire des plus hauts standards. Venu présider cet atelier de dissémination du rapport 2014, le Premier ministre a invité les différents acteurs à réserver un traitement responsable de la question minière, pétrolière et gazière. Entre octobre 2013 et octobre 2014, des progrès remarquables ont été réalisés pour faciliter l'accès à l'information et permettre au pays de se conformer aux exigences de la norme ITE. La publication des contrats miniers et la mise en place du COS Petrogaz répondent à un souci de transparence. Selon Ismaïla Madior Fall, le représentant de la société civile exige quant à lui une démarche beaucoup plus inclusive. Aujourd'hui, au Sénégal, nous sommes dans un pays où les contrats miniers, pétroliers et gaziers sont totalement publiés. Donc ça aussi, je pense que ça a été une réponse extrêmement importante du gouvernement. Nous avons souhaité véritablement qu'un comité national qui regroupe l'ensemble des acteurs, les universitaires, le comité ITE, donc le gouvernement du Sénégal, la société civile elle-même, donc puisse véritablement se retrouver dans un grand cadre donc qui pourra conseiller, orienter et aider le gouvernement du Sénégal à gérer ses ressources. Le Sénégal a adhéré à l'ITE en octobre 2013. Le présent rapport va entrer dans sa phase de validation incessamment. Le prochain rapport est attendu en octobre 2017 selon le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Le président de l'Association nationale des élus départementaux du Sénégal se félicite de la publication du rapport 2014 de l'ITIE. Il estime que cette publication répond à une exigence de transparence dans la gestion des ressources minières et pétrolières. Maodo Malik Mbaye déclare que le transfert des ressources aux collectivités locales doit être effectif. Le voici. Nous saluons d'abord la publication du rapport pour le travail qui a été fait. Par rapport maintenant aux collectivités locales et aux élus, je crois qu'il y a des efforts à faire. Parce qu'il y a des dispositions depuis 2009 qui parlent de la péréquation et du transfert donc, de ressources aux collectivités locales qui sont surtout impactées par l'exploitation de ces industries. Je crois qu'il y a des efforts à faire pour rendre effectif d'abord le décret qui parlait de péréquation que le chef de l'État avait pris. Comme on dit, qui paye commande, mais également qui pollue paye. On ne peut pas, les collectivités locales ne peuvent pas être le réceptacle de tout ce qui est aujourd'hui exploitation minière ou autre et ne pas en bénéficier de manière conséquente. Atelier de partage des actions du NEPAD. L'objectif pour les États membres est de mieux expliquer les enjeux et défis auxquels l'organisation doit faire face. Le ministre en charge de l'intégration africaine plaide pour une appropriation de l'organe par les peuples et communautés. Le ministre Khadim Diop est ici au micro de notre reporter. L'Afrique a plus que jamais besoin d'infrastructures de qualité pour accompagner son système productif et soutenir la compétitivité de ses économies. Elle a également besoin de transformer son agriculture et d'en faire un véritable levier pour son industrialisation à travers en particulier l'exploitation des chaînes de valeur, la technologie et l'innovation. Sans conteste, la réalisation de ses ambitions passe par le développement du capital humain en réservant une attention particulière à l'éducation, à la formation, mais également à l'emploi des jeunes. Pour ma part, je demeure convaincu que l'appropriation du NEPAD par les populations qui en sont les bénéficiaires finaux
passe par une réflexion soutenue sur l'implication des différents acteurs, en particulier les communautés économiques régionales. Sit-in avorté des sinistrés du pavillon vert, c'était pour réclamer leur dédommagement après l'incendie qui a eu lieu lors de la dernière FIDAC. La gendarmerie de la Foire a dispersé les manifestants qui réclament aujourd'hui plus de 652 milliards d'indemnités. C'est un reportage signé Fatou Bintou Diagne. Vous avez l'autorisation pour faire le service? Le sit-in des sinistrés du pavillon vert n'a finalement pas eu lieu car les manifestants n'avaient pas une autorisation. D'ailleurs, les gendarmes avaient arrêté leur porte-parole mais libéré au bout de quelques minutes. Interpellé notre représentant qui est M. Alpha Bijoucham par la gendarmerie et puis les gendarmes nous ont confirmé comme quoi que les ordres viennent d'en haut. C'est pourquoi on l'a déféré parce qu'il perturbait. Arrêté parce qu'il perturbait. Mais tout à l'heure aussi, le chef nous a dit qu'il va le libérer parce que nous n'avons pas une autorisation pour tenir le sitting. Les sinistrés réclament 652 millions de francs CFA et refusent la proposition des autorités de la foire. Qu'est-ce qu'on fait avec 1 million après la foire? Ce qu'on leur a dit, c'est de nous donner 9 mètres carrés, c'est bien. Mais de nous donner l'argent avant, comme ça on va acheter des marchandises et exposer comme tout le monde. Aujourd'hui, ils clament haut et fort, on a la Chine, on a l'Italie, on a pas. Mais nous, Sénégalais, c'est nous qui étions les exposants de la foire. Ils décident de passer à la vitesse supérieure si les autorités ne réagissent pas. Une fois ne se tiennent pas sans pour autant être indemnisés. Et nous sommes prêts à tout avec un grand T. C'est-à-dire tout, grève de faim, tout, même mourir s'il le faut. Parce que nous sommes prêts et nous sommes fatigués. On a attendu depuis 11 longs mois. Vraiment, les banques nous acculent. On ne pense même pas à voyager parce que les fournisseurs nous attendent de main ferme. On ne parvient même pas à payer nos loyers. Ils sont 42 Sénégalais et 138 étrangers. Ces sinistrés réclament leur dû et indexent les autorités étatiques comme celles de l'opposition de ne pas agir. Et s'ils ne rentrent pas dans leur fonds, ils déclarent qu'ils vont hypothéquer la tenue de la prochaine foire. Vous l'avez compris, ces sinistrés réclament bien sûr 652 millions de francs CFA. Et puis le dossier Barthélémy Diaz suit toujours son cours. Le mis en cause avait demandé la levée de son immunité parlementaire. L'on se dirige vers sa matérialisation. Seulement Diaz fils qui ne souhaite pas participer à un procès politique. Le journaliste observateur Abdoulaye Mbow pense que le maire de Mermoz Sacré-Cœur fait dans l'alerte. Les précisions d'El Haj Moussabe. La levée de l'immunité parlementaire de Barthélémy Diaz en passe de se matérialiser après une demande formulée par les mis en cause. Au moment où une commission ad hoc chargée de statuer sur la question voit jour, Diaz fils de confier ne pas être disposé à participer à un procès politique. Barth fait-il dans un double langage? Cette analyse politique décortique. Le procès est déjà biaisé depuis le débat parce qu'en réalité, si Barthélémy, député et bénéficiant d'une immunité parlementaire, avait été convoqué au tribunal récemment pour justement être entendu, il a fallu que le procureur demande expressément la levée de l'immunité, ce qui devait être fait en amont et non pas en aval. Aujourd'hui, il a raison de dire qu'il ne veut pas un procès politique, étant donné que pour ses positions politiques, on pourrait comprendre qu'il ne veut pas être l'agneau du sacrifice. Parce qu'en réalité, on ne peut pas comprendre qu'après 5 ans, du jour au lendemain, on soulève le problème. À ce moment, je fais part de ceux-là qui disaient que ce problème-là devait être jugé depuis 2012. Maintenant, entre-temps, il y a des gens du PDS qui ont quitté le PDS et qui sont sous la coupole du président Macky Sall, qui ont rejoint la paire. Est-ce qu'ils n'ont pas un degré de responsabilité dans ces attaques? Le journaliste part en profondeur. Il croit que le maire de Mermoz Sacré-Cœur fait dans l'alerte pour préparer l'opinion. Il l'avait dit devant le peuple sénégalais. Je vais en prison, mais je me porte bien. Je n'ai aucune maladie. Donc c'est juste pour dire à l'opinion, mais écoutez, si demain il m'arrive quelque chose, retenez que les principaux responsables sont X ou Y. C'est la même chose avec Barthélémy. Il faut le comprendre. C'est une chose politique. Surtout qu'un président de commission à l'Assemblée nationale, membre du Parti socialiste, proche de Barthélémy à un moment de l'histoire, a eu à souffrir récemment, à démentir que Barthélémy n'a jamais déposé une lettre demandant la levée de son immunité parlementaire. C'est un acte assez grave. Barthélémy Diaz est attendu ce vendredi à l'Assemblée pour être entendu sur la levée de son immunité parlementaire. 11 députés composent ainsi
La commission ad hoc chargée de statuer sur sa demande. À Saint-Louis, le système de financement de l'élevage ne répond pas aux normes du secteur. Déclaration des éleveurs de la région du Nord. Ils sont d'avis que seule l'aviculture parvient à se tirer d'affaire pour le moment. Les détails avec Gambi Diagne. À Saint-Louis du Sénégal, l'aviculture est devenue le seul secteur de l'élevage à bénéficier de la confiance des institutions financières. C'est pour le regretter que les éleveurs s'en désolent aux grandes dames du développement de l'élevage dans la région de Saint-Louis. À 3 semaines de la cérémonie officielle de l'élevage à Ndioum, le gouverneur de la région de Saint-Louis a invité les éleveurs et les institutions financières à réfléchir autour des difficultés du financement de l'élevage dans la région. Un échange de bons procédés entre éleveurs et banquiers a révélé que les éleveurs mauvais payeurs sont à l'origine de gel de financement des opérations Tabaski pour approvisionner en moutons les marchés en période de Tabaski. En face, les éleveurs ont pointé que les financements du secteur de l'élevage en dehors de l'agriculture sont totalement inadaptés. Toujours au nord du pays, Podor est très remonté contre le projet de délocalisation de son aérodrome. Le mouvement politique And Ligue Podor avec Racine Sy est monté au créneau pour demander l'ajournement du projet. Mamadou Racine Sy qui soutient œuvrer pour que sa ville soit érigée en ville, en région plutôt, voilà, à part entière. Suivant ses explications. Nous sommes clairs et nets. Podor ne restera pas les bras croisés. Nous n'accepterons pas que notre aérodrome soit délocalisé ailleurs. Nous ne l'accepterons jamais. Podor existait bien avant certaines régions du Sénégal qui ont été créées après Podor. Si donc on ne peut pas renforcer son statut, mieux vaut ne pas le rétrograder. En tout cas, nous refusons le transfert de l'aérodrome. Autre chose, nous nous battons pour que Podor soit un jour une région à part entière. N'est qu'un jour la région de Podor. Promouvoir la santé pour tous à travers le programme One Health, c'est tout le sens de cette rencontre de 3 jours qui se tient actuellement à Dakar. Pour réussir cet événement, les acteurs ont fait appel au ministre de l'Environnement, de l'Élevage et de la Santé. Plus de 20 partenaires internationaux participent à cette rencontre. Ibrahim Fall. Les hommes et les animaux partagent le même écosystème. Des risques de propagation des maladies sont souvent notés. Une situation qui ne laisse pas indifférents les acteurs de la santé, d'où l'importance de ce programme One Health. L'objectif général de cette réunion est de promouvoir l'adoption et la mise en œuvre de l'approche One Health ou Une Santé en Afrique de l'Ouest avec l'appui de l'agenda de sécurité sanitaire mondiale, afin de renforcer l'intégration et la coopération intersectorielle en matière de prévention, de détection et de riposte aux menaces des maladies infectieuses émergentes, notamment les zoonoses et la résistance aux antimicrobiens. Plus de 300 représentants des pays partenaires et 30 ministres de la Santé sont attendus pour mesurer la quintessence de ces journées. Juste retenir que le concept Une seule santé est un concept intégrateur entre la santé humaine, la santé animale et l'environnement. En termes de surveillance, il est important d'avoir donc des données sur tout ce qui concerne la santé animale, la santé humaine et l'environnement. Parce que ce sont ces 3 facteurs-là qui peuvent, au niveau de ces 3 endroits, qu'on peut trouver des problèmes qui vont poser après des problèmes de santé publique, notamment en matière de zoonoses et d'épidémies. Près de 75% des maladies qui ont affecté les humains ces dernières années sont causées par des agents pathogènes provenant des animaux ou des produits d'origine alimentaire. C'est le sens de ces journées One Health prévues les 8, 9, 10 et 11 novembre de cette année.
La brigade de Koumpentoum récompensée pour son travail dans la lutte contre la fraude et la drogue. L'ambassade de la France lui a octroyé un matériel qui va rendre plus pertinentes ses opérations. Un don qui entre dans le cadre de la coopération entre la douane française et celle sénégalaise. Deifatimlo. Au cours de l'année 2015, la brigade de Koumpentoum a eu à saisir 80 kg de méthamphétamine, 53 kg de cannabis. C'est ainsi qu'elle a été choisie pour recevoir ce lot de matériel offert par l'ambassade de France. Dans le cadre des bonnes relations entre nos deux douanes, nous avons souhaité remettre des équipements à une unité antidrogue des douanes sénégalaises parce qu'elle a opéré des saisies records sur les amphétamines et sur le cannabis. Ces matériels qui sont de types très variés, vous avez à la fois des menottes, vous avez à la fois du matériel radio qui peuvent être utiles pour faire en sorte que l'unité de Koumpentoum fonctionne de manière aussi opérationnelle que possible. Ces équipements vont servir au quotidien les agents de douane pour ainsi renforcer la lutte contre la drogue et la fraude. Il est très important parce que c'est la brigade avec tous les moyens qu'elle va recevoir, en plus de ses dotations habituelles, mais la brigade va améliorer son fonctionnement. Il y a même du matériel qui est là, qu'on ne trouve pas dans nos brigades. Les appareils photo, par exemple, les armes télescopiques, les bombes à poivre pour se protéger. Donc, tout un matériel auquel ils ont pensé, compte tenu du contexte d'insécurité dans lequel les agents exécutent leur mission, auquel ils ont pensé pour protéger nos agents. Mais nous pouvons dire que djérejef. Cette tradition de la France de récompenser la brigade douanière qui a eu le record de saisie de drogue est très bénéfique pour le Sénégal, d'autant qu'aujourd'hui, la sous-région devient de plus en plus la zone de prédilection des trafiquants. Les autorités municipales de Golfe Sud ont organisé une semaine d'investissement humain pour rendre plus propres les grandes artères de cette localité. Une activité rendue possible grâce à l'appui de l'UCG de la Sonatel. 180 tonnes d'ordures ont été donc évacuées vers la décharge de Mbebes. Abdoulaye Wanyonga, Ibrahim Togola. 180 tonnes d'ordures ménagères acheminées à Mbebes et plus d'une centaine de rondements de sable. C'est le bilan des opérations de la semaine d'investissement humain organisée dans la commune de Golfe Sud. On a évacué tous les sables, on a fait 160 rotations. Pour les eaux de ménagères, on a éradiqué tous les dépôts. Bon, on a aussi 180 tonnes d'ordures qu'on a évacuées au niveau de Mbebes. Donc la satisfaction, c'est général. Cette semaine de nettoiement est organisée avec l'appui de l'ICG et de la Sonatel, une initiative qui rentre dans le cadre du projet And Defar Suñu Gox. Et depuis une semaine, l'UCG et la Sonatel sont avec la commune de Golfe Sud pour avoir un quartier propre, une commune propre. Et je crois que And Defar Suñu Gox est devenu une réalité aujourd'hui. Les autorités municipales ont saisi cette occasion pour appeler les populations à faire en sorte qu'elles maintiennent propres les rues pour un meilleur cadre de vie. Et ce que je demande aux populations de Golfe, plus particulièrement aux femmes, c'est que plus jamais ces déchets ne soient remis en cause au niveau de Golfe Sud. L'insalubrité avait commencé à prendre des proportions inquiétantes dans la commune de Golfe Sud. C'est dans ce contexte qu'une semaine d'investissement humain a été organisée. Elle a été bouclée d'ailleurs en beauté par une randonnée pédestre. Plus d'une centaine d'élèves de la commune de Guinaw Rail Sud ont reçu des fournitures scolaires, un don de Aldiouma Maron, responsable politique APR dans cette commune. Selon lui, cela va permettre de soulager les parents qui peinent à offrir des fournitures scolaires à leurs enfants. Suivant ses explications au micro d'Abdoulaye Wanyonga. On est en pleine scolaire. Donc l'idéal c'était de fournir aux enfants ces fournitures scolaires. Bon, tout ça c'est pour susciter les enfants qui apprennent bien leurs leçons et
aussi pour venir en aide aux parents. Parce que bon, nous, responsables au niveau de la base, nous devons être des relais pour ce qui se passe au niveau du haut. Des dons, ce sont des fournitures scolaires, il y a des cahiers, il y a des bics, il y a des ardoises, il y a des protèges et il y a des sacs. Côté culture, nous parlons de la 8e édition du Gorée Diaspora Festival Mémoire et résilience du passé au présent. Quelles solutions aux fractures des sociétés humaines? C'est le thème retenu pour cette année. Barack Obama et Nelson Mandela sont choisis comme parrains pour cette 8e édition. En prélude à ce festival, les autorités de Gorée ont organisé une conférence de presse pour faire le point sur les préparatifs. Ibrahim Fall. 9 jours de culture dans l'île mémoire de Gorée, ceci pour pérenniser le Gorée Diaspora Festival, une rencontre qui s'inscrit dans un contexte particulier, rappelle le président de GDF. Développer une nouvelle approche qui se veut une approche conciliante avec toutes les composantes de l'humanité pour que tout le monde comprenne que ce qui s'est passé doit nous servir pour qu'on puisse vaincre l'intolérance, le terrorisme, le refus des autres convictions, qu'elles soient religieuses ou autres. En ce qui concerne l'innovation, je vais considérer le choix de Obama, donc de Barack Obama comme une innovation. Nous ne cherchons rien d'autre qu'à travers sa personne, à travers ce qu'il symbolise, rappeler au monde que la qualité n'a pas de race, comme nous le faisons aussi pour Nelson Mandela. C'est les deux personnes que nous avons choisies pour leur rendre hommage. Une plaque qui sera dévoilée sur place là-bas à Gorée. Un budget de 96 millions de francs CFA pour assurer l'organisation de cet événement, ce qui est loin d'être bouclé à 2 semaines de ce festival. Nous avions retenu un budget très optimiste de l'ordre de 96 millions. Je peux vous dire tout de suite qu'il est loin d'être bouclé, pour être sincère avec vous. Mais comme j'ai dit, notre festival est un miracle permanent d'un groupe d'habitants de l'île de Gorée et toute la population qui est avec nous d'ailleurs. Et nous nous battons pour le préserver, quel qu'en soit le prix, parce que simplement nous estimons que c'est un devoir que nous avons vis-à-vis de notre communauté, vis-à-vis de notre pays, et nous travaillons donc à mobiliser le maximum de moyens. L'édition de cette année 2016 coïncide avec la commémoration du cinquantenaire du premier festival mondial des arts nègres de 1966, prétexte pour les autorités goréennes de mettre les bouchées doubles afin de réussir cette 8e édition du Gorée Diaspora Festival. Place au sport pour parler de football. Le centre Génération Foot qui va évoluer cette saison en Ligue 1 sénégalaise a présenté ce matin son effectif et ses infrastructures. L'académie de foot se veut ambitieuse pour cette saison qui s'annonce déjà difficile. Voici son manager général Olivier Perrin. Il est ici au micro de Sambou Biagui. Dans un centre de formation, vous avez des éclosions rapides parfois parce que les garçons arrivent à un niveau. D'un seul coup, ils passent des paliers. Et quand le palier est passé, les garçons jouent en Ligue 1. Donc aujourd'hui, on a 33, mais je dirais qu'on n'a pas 33. On fonctionne avec un groupe élite de 33 plus 20 juniors. Donc pour moi, c'est ça le groupe élite. Et j'ai donné un nombre de 33 parce qu'on l'a mis sur la plaquette, mais très honnêtement, j'espère bien que dans les 20 qui sont derrière, il y a 1 ou 2 qui vont nous surprendre. Voilà. Maintenant, par rapport à ce qu'a dit Madi sur le maintien, aujourd'hui, pendant 3 ans, on avait pratiquement la même équipe, elle a très peu bougé. Aujourd'hui, il arrive plus vite, ce qui pensait arriver plus tard, c'est-à-dire plus de départs que prévu, et presque l'obligation de mettre des jeunes joueurs. Parce que le travail s'est bien fait, parce que les portes se sont ouvertes. Voilà tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. L'information revient demain à 13h en Wolof avec Pape Ousmane Cissé. Quant à moi, je vous retrouve à 20h, Inch'Allah, pour la grande édition du soir en français. Très bonne suite des programmes en notre compagnie.